Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour notre rendez-vous de rentrée, le rendez-vous de la réinformation. Nous sommes bien heureux de vous retrouver à l'antenne de Radio Courtoisie. J'espère que c'est réciproque. Et en tout cas, que ce soit ou pas, ce soir il sera question de l'actualité de Radio Courtoisie. Après l'analyse de plus de 3000 réponses à notre enquête de satisfaction, donc autant dire que vous êtes mobilisés pour donner votre avis. Et c'est absolument réjouissant. Alors, quels sont les principaux souhaits de nos auditeurs, les vôtres donc? Quelles sont vos principales critiques, parce qu'il y en a aussi? Que peut-on faire pour répondre à vos attentes tout en faisant progresser Radio Courtoisie? Nous vous présentons les premières mesures dans un instant, mais ce sera en réalité, évidemment, vous l'imaginez, le chantier de toute l'année à venir, puisque ça va être un peu long. Société ensuite, ou chronique de la décadence, comme vous voulez. Nous parlerons de la mort en direct sur une plateforme vidéo du malheureux Jean Pormanov, après 12 jours de sévices perpétrés par des streamers maghrébins. Alors, des streamers, ce sont des animateurs sur une plateforme de réseau social qui diffuse des émissions en direct et en vidéo. Maghrébins, je ne vous explique pas, vous savez tout ce que c'est normalement. Donc, des streamers maghrébins et leurs amis qui ont, a priori, tué ce malheureux. Ou en tout cas, s'ils ne l'ont pas tué, parce que l'enquête n'est pas finie, les sévices qu'ils lui ont infligés, je dis bien nuit et jour, pendant 12 jours, et qui ont fini par le faire mourir en direct, ont abouti à son décès. Donc ils sont sans doute pas totalement étrangers, enfin, si je puis dire. Comment expliquer, pardon, étranger à sa mort. On n'aurait pas honte de rire de ce pauvre homme. Oh, je ris pas de lui, mais je sais, mais... Comment expliquer cette horreur, donc? Qui sont les coupables? Comment des voyous récidivistes, ça c'est quand même, ça fait partie des particularités de notre justice, qui est quand même particulière, c'est le cas de le dire, mais comment des voyous récidivistes, donc pour les mêmes motifs pratiquement, c'est-à-dire de la mise en danger d'autrui, des sévices filmés, comment ont-ils pu donc pendant 12 jours, plus de 300 heures de direct, il faut s'imaginer ce que c'est, 300 heures de direct, torturer un homme à mort sans que quiconque ne réagisse. Sans que quiconque ne réagisse. C'est un truc de fou. Donc là encore, il y aura beaucoup de choses à dire dans un instant. Nous parlerons aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui continue à se couper de la gauche parce qu'il a refusé d'accréditer un journaliste du Monde à ses universités d'été. Mais le plus drôle réside peut-être dans la réaction des sociétés de journalistes. Les sociétés de journalistes, donc vous savez, c'est dans les médias comme Libération, Le Figaro, enfin les médias de grand chemin, les grands quotidiens ou les radios publiques, il y a des sociétés de journalistes qui font un peu du syndicalisme et qui dénoncent donc un déni de droit à l'information, je cite, jusqu'alors uniquement pratiqué par le RN. Alors là, je pouffe sans blague, je m'esclaffe parce que je ne pense pas du tout que ce soit une nouveauté, ce genre d'ostracisme, et si on a travaillé pendant un temps à Minute, à Radio Courtoisie, au Choc du Mois ou ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont été justement la cible de ce genre d'ostracisme. Alors nous verrons en tout cas si Mélenchon a eu raison et si ces sociétés de journalistes donc n'ont pas une indignation à géométrie variable et quelles peuvent être les conséquences pour Mélenchon justement du fait de se fâcher ainsi avec vraiment toute la presse de gauche, à peu près. Donc, société ensuite, avec les initiatives politiques de Gabriel Attal pour, je vous le donne en mille, une GPA éthique. C'est un peu comme le viol consenti, des choses comme ça. Outre la GPA éthique de Gabriel Attal, la décision du Conseil d'État, là aussi, ça a fait la fin de l'été, d'infliger une amende de 3 000 € à la SNCF pour avoir, dans ses formulaires, obliger les passagers à s'identifier comme monsieur ou madame, alors que ça ne devrait pas être permis. Et voilà, en lisant cela, je me suis dit, quand on met ça en face du mouvement du 10 septembre qui se profile, l'incapacité de notre gouvernement à sortir de sa paralysie, ou même la faim dans le monde, on peut quand même se demander dans quel monde, justement, vivent ces gens. À qui rendent-ils des comptes? Quelles sont leurs motivations profondes? Quelles peuvent être néanmoins les conséquences de leurs préoccupations un peu bizarres? Nous en parlerons également. Et nous parlerons aussi de guerre civile. Un professeur du King's College de Londres a publié une enquête
que devraient lire Gabriel Attal et les sages, prétendus sages du Conseil d'État, une enquête donc dans une revue de stratégie militaire qui s'appelle Military Strategy Magazine, où il annonce que les menaces qui pèsent désormais sur les pays d'Europe ne viennent plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et que les 2 pays les plus proches de basculer dans une guerre civile sont l'Angleterre et puis la France. Et c'est absolument passionnant, c'est extrêmement riche, et j'ai découvert en plus cette enquête, lorsque j'étais moi-même en Angleterre, c'est assez rigolo. Et sur ces bonnes nouvelles, nous terminerons, donc si nous avons le temps, sur les dernières salades de François Bayrou, qui veut faire des économies en enlevant quelques hochets républicains à des politiques, histoire de mieux spolier ensuite les honnêtes contribuables. Et puis, si nous n'avons pas le temps, nous ferons la semaine prochaine un petit inventaire des économies possibles sans dépouiller les Français. Alors, en attendant, j'accueille avec joie les streamers de la réinformation, avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Bonjour. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Bonjour. Bonjour Arthur. Approchez-vous de votre micro, s'il vous plaît, sinon on vous entend mal. Vous m'entendez pas là ? Là, maintenant, ça va mieux. Xavier Van Lierde, journaliste, et Charles-Henri Deslois, pas journaliste, mais écrivain. Bonjour. Alors, nous commençons, donc, chers auditeurs, je vous le rappelle, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos remarques par courrier électronique à courtoisie@rc.fr, ou nous envoyer des messages en téléphonant tout simplement au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et Solange récupérera vos messages. Alors, les changements à Radio Courtoisie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons reçu 3000 réponses à notre enquête. C'est vraiment considérable. La dernière fois que nous avions fait cela, nous en avions eu 1000. C'était déjà bien, 1000, parce que c'est vraiment un authentique échantillon. Là, 3000, c'est quand même tout à fait solide. Donc, avec Richard de Sèze, nous avons passé l'été à prendre en compte vos remarques et surtout à en tirer les conséquences, donc de notre mieux. Donc, parmi les plus importantes demandes, et Richard, contredisez-moi si je me trompe. Jamais, Président. Ah, merci. Oui. On complète le président, on ne le contredit pas. Les plus importantes demandes, donc, qui demandaient justement une réaction rapide de notre part, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées sur le long terme, mais en discutant avec Richard, on s'est dit qu'il y avait des urgences. Il y en a marre de la grille ABCD, du cycle de semaine ABCD, à laquelle manifestement les auditeurs, ou beaucoup d'auditeurs, ne comprennent pas grand-chose. Et il est vrai qu'elle peut sembler un peu absconse, confuse, ou un peu difficile d'accès. Donc ça, c'était vraiment une des grandes remarques qui est ressortie de cette enquête. On nous demande également des rendez-vous plus fréquents avec les patrons d'émissions préférés des auditeurs. Plus de rendez-vous hebdomadaires, comme à l'époque de Jean Ferré, pour avoir des repères clairs et des rendez-vous réguliers qui permettent de créer un lien avec les patrons d'émissions. Donc ça, ça fait vraiment partie de l'essentiel de ce qui nous a été demandé. Moins de rediffusion, moins de téléphone. Donc nous allons nous y astreindre. Plus d'émissions originales en après-midi. L'après-midi étant jugé le parent pauvre de la programmation, avec notamment trop de musique, surtout pour les auditeurs qui écoutent Radio Courtoisie plusieurs heures par jour, et notamment l'après-midi. Donc ceux-là, souvent, nous disent qu'il faudrait des émissions, si possible des émissions originales, parce que sinon, ils s'ennuient un petit peu quand ils écoutent Radio Courtoisie. Donc voilà, ça nous a procuré un énorme travail sur la grille, et là, on tient à remercier avec Richard, j'imagine, qui s'associe à moi aussi, totalement, les patrons d'émissions qui ont joué le jeu pendant l'été pour nous aider à améliorer nos programmes et à organiser un peu tout cela de manière convenable. Donc, conclusion. Si vous nous regardez là déjà en vidéo sur YouTube, vous pouvez voir qu'il y a eu une refonte de notre studio qui est tout beau, tout neuf. On dirait un bateau, comme on dit tout à l'heure. Tout simplement parce que, encore une fois, ça nous permet d'avoir de meilleurs visuels et de meilleurs formats pour communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour améliorer toujours plus la qualité des programmes et surtout correspondre aux attentes de nos invités, parce que les temps sont ainsi faits qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent parler au micro, en réalité, ont
derrière des réseaux sociaux à faire vivre, et que quand on est un sénateur, un politicien, un écrivain même, tout simplement, eh bien, on a besoin d'avoir de bonnes vidéos à faire circuler sur les réseaux sociaux, et si nous pouvons leur offrir un joli cadre, eh bien, ils seront plus nombreux à venir, et ils le feront plus volontiers, donc voilà, c'était absolument indispensable. Vous aurez aussi une refonte du site internet. Là, c'est un très très gros chantier, ça fait longtemps que nous travaillons dessus. Il sera plus lisible, plus confortable, mieux organisé, avec une meilleure présentation des émissions archivées, avec une meilleure présentation, de meilleures conditions d'accès au direct. Là aussi, ça fait partie des remarques qui ont été le plus souvent émises. Je pense raisonnablement que nous l'aurons fini, ce chantier, vers novembre-décembre. Richard. On va éviter de s'engager, mais nous visons la fin de l'année, effectivement. Voilà, nous essayons. Parce que l'ambition étant grande, voilà, les chantiers sont nombreux. C'est le cadeau de Noël Voilà, c'est ça. 2025. Et puis, évidemment, parce que Radio Courtoisie est aussi une radio culturelle, une grande radio culturelle, nous allons mettre en place des podcasts, donc des émissions à la demande, qu'on fera circuler sur des plateformes extérieures à la radio, mais qui feront connaître Radio Courtoisie à de nouveaux publics. Donc ce seront des émissions historiques, littéraires, philosophiques, gastronomiques, musicologiques et tout un tas de termes en nique. Et je pense aussi donc à des formats originaux, ça m'est venu pendant l'été, sur les ondes donc, et puis ensuite évidemment en podcast, pour revisiter l'histoire maltraitée par l'éducation nationale ou simplement par les journalistes. Je pense par exemple au Moyen-Âge qui souffre d'une réputation abominable et imméritée ne serait-ce que par le terme Moyen-Âge. Une grande ignorance, surtout. La colonisation et la décolonisation, l'existence de Jésus, qui apparemment semble encore à démontrer, les crimes du communisme, qui semblent encore à démontrer aussi, mais aussi, j'y pensais en lisant Le Figaro, je souhaiterais que l'on fasse une réhabilitation du macartisme. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, et je pense que le macartisme souffre d'une mauvaise réputation absolument infondée. Voilà. L'objectif, là, c'est de valider cette accusation de l'Express qui dit que Radio Courtoisie est une sorte de France Culture de droite. Alors, eux disent une sorte de France Culture d'extrême droite, évidemment, mais que l'extrême droite se niche partout. Nous aurons des améliorations dans ligne droite, dont Liselotte Dutreuil a commencé à parler ce matin. Cela va continuer. Donc là, je la laisserai présenter cela au fur et à mesure. Nous allons créer une nouvelle tranche à 14h, donc de 14h à 15h30, pour satisfaire donc justement ces auditeurs qui nous réclament des émissions de l'après-midi. Elles seront animées par les patrons d'émissions qui avaient jusqu'alors le 18h-19h30, sachant qu'ils gardent leur tranche de 19h30 à 21h. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va se faire très simplement parce que c'est de la cuisine interne et vous les retrouverez tous. Donc, mais au lieu de les retrouver une seule fois par mois pendant 3 heures, maintenant vous les verrez tous les 15 jours pendant 1h30, ce qui là aussi correspond apparemment à un souhait émis par nos auditeurs. Et je pense que même eux sont plutôt contents, enfin d'après l'essentiel des retours que nous avons eus. Nous allons ensuite, de 17h30 à 19h30, créer un nouveau programme qui s'appellera Restons courtois. Donc un programme quotidien où les auditeurs pourront avoir un repère, c'est-à-dire ils s'y retrouveront tous les jours à 17h30, de 17h30 à 19h30, ils sauront qu'il y a Restons courtois. Ça ne sera pas présenté tous les jours par les mêmes personnes parce que, comme vous le savez, nous sommes bénévoles, donc nous faisons comme nous pouvons. Mais je peux déjà vous dire que, par exemple, je continuerai à présenter le lundi. Richard de Sèze, a priori, présentera le mardi. Notre camarade Arthur de Vatrigan présentera un des 3 autres jours de la semaine. Et ensuite, nous aurons aussi un partenariat avec Boulevard Voltaire et avec Valeurs Actuelles. Donc l'Incorrect, Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles. Là, nous nous sommes alliés avec des médias partenaires, tout simplement parce que ce sont les seuls qui, aujourd'hui, ont la capacité à faire une émission toutes les semaines. C'est-à-dire que c'est très, très dur de trouver quelqu'un qui est prêt à s'engager de manière régulière, une fois par semaine au moins. Donc, nous nous sommes dit qu'avec des médias, au moins, nous étions à peu près sûrs d'y parvenir. Et pour l'instant, ça marche, ça semble se mettre en place. Donc, voilà, j'espère que ce sera une émission qui vous fera plaisir et voilà, vous saurez que vous avez ce rendez-vous maintenant tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Nous allons, et puis évidemment, voilà, nous développer sur le terrain avec plus de reportages, des envoyés spéciaux, des enquêtes, des partenariats, pour permettre à Radio Courtoisie de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas
et puis de rester, mais plus que jamais, comme c'est notre vocation, la radio de toutes les droites. Alors voilà, je ne sais pas si... Et de tous les talents. Et de tous les talents, absolument. Vous pouvez préciser dans Restons courtois, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est une émission de débat avec un grand invité, des chroniqueurs. En gros, on n'est pas obligé de faire que de la politique. J'aimerais bien qu'on revienne un peu justement à ces formats qu'avait lancé Jean Ferré et qui ont été démantelés ensuite. Mais on avait une émission d'économie, par exemple, tous les mardis, des émissions d'histoire. Voilà, littéraire. Voilà, donc l'idée, c'est de brasser un peu différents sujets pour ne pas répéter toute la semaine les mêmes. Une sorte de grand échiquier, mais modèle Radio Courtoisie. Exactement, c'est ça. Et en variant, effectivement, avec la personnalité de chacun, les angles d'approche. Vous parlez d'or, Président. Ah, décidément, vous reviendrez. Ouais. Non, je suis visqueux aujourd'hui, j'en ai bien conscience. Non, c'est exactement ça. C'est une émission débat et on va essayer de trouver le terme le plus adéquat pour éviter de parler anglais. Mais on a vraiment envie, avec ces médias partenaires qui ont non seulement la capacité à nous accompagner parce que voilà, ils ont des équipes rédactionnelles, mais qui surtout, et Arthur de Vatrigan pourra le confirmer, ont une vision de la droite et de la France qui ressemble à la nôtre, voilà, et qui portent eux aussi une capacité à faire parler le pays réel et à tendre le micro, la plume, la caméra à tous ces Français qui, évidemment, ne sont pas véritablement représentés, évidemment pas par le système politique, mais aussi très peu par le système médiatique, puisque Delphine Ernotte, je le rappelle, explique qu'il faut que France Télévisions montre la France non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle doit être selon les vœux de Delphine Ernotte. Voilà, Radio Courtoisie, L'Incorrect, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire montre la France telle qu'elle est et telle qu'elle aimerait rester. Voilà, donc, si c'est pas trop demandé. Ce qui n'est pas exactement la direction dans laquelle Delphine Ernotte veut nous emmener, mais voilà, donc on aura avec cette émission, chaque jour du lundi au vendredi, la capacité de faire parler le pays réel et effectivement, comme l'a rappelé le président Pierre-Alexandre Bouclet, pas uniquement d'un point de vue politique, mais même si nous espérons, bien sûr, dans la perspective des municipales et des présidentielles, donc sur les 2 ans à venir, faire de ce rendez-vous Restons courtois une émission qui soit véritablement une émission de débat politique assez souvent et de plus en plus au fur et à mesure qu'arriveront les grandes échéances. D'ailleurs, ça fait partie aussi des projets où on vous a écouté, c'est-à-dire la capacité d'emmener nos équipes sur le terrain pour suivre 3 ou 4 municipalités, évidemment marquées à droite, dans ce combat pour les municipales et de faire en sorte que les médias alternatifs, dont on sait à quel point ils ont été efficaces dans plusieurs pays dans le monde pour faire advenir des propositions politiques de droite et des hommes et femmes politiques de droite, soient eux aussi favorisés par les candidats qui sont nos candidats naturels. Eh bien, ça me semble parfait. Alors, on a déjà une réaction au moins. Un auditeur qui nous dit « L'émission de 13h30 à 14h sur les chansons françaises existeront-elles toujours ?» Oui, absolument. Bien. Ça fait partie des programmations. C'est une très bonne chanson. Très, très appréciée, justement. Plaisir à Alain Pocard. Je ne sais pas si un de vous veut réagir, Arthur ou Xavier, sur ces nouveautés de la radio, si Arthur a déjà réfléchi à ce qu'il allait faire ou... C'est une très, très bonne nouvelle et en effet, je pense que nous partageons, cher président, la Radio Courtoisie encore avec le même ADN, la même exigence et la même volonté, en tout cas la même direction. Et donc, je trouve que cette idée des grandes conversations qu'on fait souvent dans le magazine et que vous faites souvent ici, que je préfère au mot débat, est en voie de disparition, alors que c'est quand même une particularité française. Et donc, de continuer à la faire vivre nous rendra tous plus intelligents. Eh ben, on ne pouvait pas mieux dire. Écoutez, si on a fini de s'auto-congratuler, je vous propose de passer... Vous nous avez fait saliver en disant que vous aviez la liste des patrons d'émissions les plus appréciés. Quels sont les moins appréciés? Ah non, je n'ai pas... Ça serait vache. Non, l'émission de chansons françaises fait vraiment partie des... vous avez dit, nous avons les patrons d'émissions les plus appréciés. Ah si, vous l'avez dit. J'ai des témoins, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, les émissions les plus appréciées, vous l'avez dit. Bon. Allez, passons à la... Non, mais tant mieux pour ceux qui sont dedans. Alors, société, donc voilà, on revient aux choses graves. Donc, dans la nuit du 17 au 18 août, donc Jean Portmanov, donc de son vrai nom Raphaël Graven, est mort en direct sur la plateforme Kik, dont j'ai appris l'existence à cette occasion, à l'âge de 46 ans, dans un studio loué à Contes, près de Nice, au cours, donc, comme je le disais, d'un direct d'environ 12 jours, soit près de 300 heures de diffusion.
Il a été attiré là par 2 animateurs, donc streamers comme on dit sur ce genre de plateforme. Donc le streamer étant, je le rappelle, un animateur qui fait du direct en vidéo sur ces plateformes et qui interagit beaucoup avec ses auditeurs. Apparemment, ce qui est encore pire, ça veut dire qu'il interagissait avec les auditeurs qui ont regardé ces saletés. Donc, 2 streamers, 2 animateurs d'origine maghrébine, Owen Narutovi Senazandoti. Alors, c'est pas un nom très maghrébin, mais bon, son faciès le laisse supposer. Donc, celui-ci est un Français visiblement d'origine italienne, converti à l'islam. Ah bon ? Eh ben, il avait l'air oui, il a bien fait, parce qu'il était voué à ça, d'après son faciès. Et Safin Hamadi, bon, lui, plus commun, qui est donc Owen Narutovi et Safin Hamadi, en compagnie de leurs proches, donc, ont fait subir à ce monsieur 12 jours de violence physique et d'humiliation filmés en direct. Donc, les 2 avaient déjà été interpellés en janvier 2025, donc c'est quand même il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'une enquête pour maltraitance et diffusion d'images violentes, donc la même chose, sauf que la personne n'était pas morte, avant d'être relâchée. Et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas Alors, juste une seconde, j'ai travaillé le sujet, mais je n'ai pas compris si c'était volontaire ou pas. C'est-à-dire que personne ne nous dit si la victime, était volontaire au départ. Alors, en fait, ils l'ont apparemment... Xavier, vous voulez répondre ? C'est un cas d'emprise. Oui. Cette personne handicapée. Accepte de se prêter à un jeu pervers dont elle ignore jusqu'où ce jeu ira. Mais il y a un gain, il y a quelque chose à... Donc cette personne avait visiblement quand même une psychologie un peu fragile. Mais il était handicapé, il touchait une aide d'allocation adulte handicapé. Oui, voilà, je crois qu'il était sous curatelle et les 2 sinistres personnages en question lui faisaient croire dans cette dynamique d'emprise qu'ils étaient ses amis, qu'ils allaient le rendre célèbre, et donc il se prêtait à ce jeu-là, un jeu de l'humiliation en réalité, comme il était visiblement un peu simple. Eh bien, il s'y prêtait, mais il s'y est prêté jusqu'à en mourir, le malheureux. Et par ailleurs, il y a un petit parfum de séquestration, car semble-t-il, prenant conscience quand même progressivement que tout cela était dangereux et allait trop loin, il avait appelé à l'aide plusieurs fois, dont sa propre mère, des amis. Ouais. Et les autres faisaient pression sur lui, pression psychologique mais aussi physique, et coupaient les appels qu'il pouvait recevoir de l'extérieur de façon à ce qu'il reste sous leur emprise. Oui. Voilà, c'est encore plus atroce que je pensais. Et le salopard appelé Narutovi a contraint donc le pauvre Portmanov à faire des déclarations devant la caméra pour dire publiquement qu'en cas de mort en direct, cela serait dû à son état de santé et non pas à l'interaction de ses 2 camarades. Sachant que ses camarades le battaient et l'affamaient, donc autrement dit... Et l'empêchaient de dormir. Ont induit un état de faiblesse dont ils sont directement responsables. Il y a dans cette histoire quelque chose d'absolument fascinant, c'est cette notion de consentement. C'est-à-dire, on nous explique que c'est l'alpha et l'oméga de la morale contemporaine, qu'à partir du moment où on a consenti, plus rien n'est opposable et que la loi n'a pas à s'immiscer dans le libre consentement d'une personne qui, à 12 ou 14 ans, accepte d'avoir des relations sexuelles tarifées ou qui, dans le cas de Portmanov, dans le pseudonyme était Portmanov, accepte de se faire humilier en direct dans l'espoir d'un gain par 2 ahuris pervers. Et on voit bien que... la manière dont on nous explique qu'il n'y a pas de loi objective, mais qu'il y a juste des volontés personnelles qui peuvent contractualiser sur tout et n'importe quoi, ce qui est quand même la pente vers laquelle glisse le libéralisme et glisse aussi l'Union européenne. Il y a quelques affaires absolument épatantes où on se retrouvait avec notamment une femme séquestrée pendant 3 jours par des partenaires sexuels lui ayant imposé des pratiques sadomasochistes et à qui la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de rentrer dans les... comment dire... les dommages et intérêts qu'elle réclamait au nom justement du consentement qu'elle avait donné et donc consentir
à des choses abominables. Et là, c'est la même chose avec Portmanov. On nous explique que pourvu que la fille consente, pourvu que le garçon consente, pourvu que la personne ait déclaré qu'elle était d'accord, ça y est, il n'y a rien d'objectif à opposer à ce consentement, à louer son corps, à vendre ses organes. Et ben si, justement, le consentement, en fait, n'est jamais éclairé. Et c'est à ça que la loi devrait servir. C'est faire en sorte de poser des barrières pour empêcher les gens d'accéder à n'importe quel désir au prétexte qu'ils y ont consenti en fonction de je ne sais quelle contrepartie. Et surtout qu'à la fin, il ne consentait plus du tout, parce qu'il a écrit « Je veux me barrer, mais l'autre... » Enfin, il a dit dans un message à sa mère, donc peu avant de mourir, « Je veux me barrer, mais l'autre, il ne veut pas. » Et ensuite, il a expliqué dans d'autres messages qu'il était épuisé, affaibli et incapable de se défendre face aux sévices qu'il subissait. Et alors, quel est le but de ces tortionnaires ? Plus on fait de vues, plus on gagne d'argent. C'est de se faire voir. C'est de se faire voir, d'avoir une gloriole de débiles mentaux. Hein. Ce sont des... Oui, mais alors derrière, vous dites on gagne de l'argent, mais là, il y a quelque chose qui m'échappe totalement. C'est qu'est-ce qui fait que, à cause de la pub... Le nombre de vues, la publicité... Oui, donc c'est le regard malsain des gens qui alimente... C'est-à-dire que sur cette plateforme Kik, vous avez sûrement de la publicité, et le nombre de pubs qui passent entre deux scènes de torture vous rapporte de l'argent. Enfin, c'est démentiel. Alors, il y a un truc que je comprends, c'est que la moindre personne qui maltraite un chat, un oiseau, un chien, etc., reçoit... Enfin, ça fait le tour du monde avec le buzz, pour pas dire le tintamarre en bon français. Et lui, il peut faire ça pendant combien, vous l'avez dit, de semaines ? 12 jours. 12 jours. Nuit et jour. Nuit et jour. Et alors, ça passe comme ça. Moi, j'en ai jamais entendu parler, si ce n'est grâce à vous, après qu'il soit mort. Oui. C'est la gravité de la situation. Parce qu'en plus, je pense que ça a été dénoncé. Il y a peut-être eu 2 ou 3... il y a eu un article de Mediapart. Spectateurs pas complètement tarés. Un article de Mediapart, mais 3 articles. Enfin, il y a eu un premier article de Mediapart, c'est ça qui a... Une fois. Et ensuite, il se trouve que, par exemple, je sais pas moi, l'Arcom, la police... Mais oui, c'est ça qui est fou. Il y a eu un signalement en réalité, je crois que les 12 jours dont on parle, c'est l'épilogue, c'est-à-dire qu'il faut une sorte d'olympiade des sévices, alors qu'en réalité, ça dure depuis des mois. Donc, il y a eu un signalement fait par la Ligue des droits de l'homme, à l'Arcom en décembre, parce que certains des adhérents leur avaient signalé ce qui se passait sur cette plateforme. Et il y a eu ensuite, dès janvier, un article, puis 2 articles de Mediapart, et une interpellation par le journaliste qui a écrit cet article de la ministre, je ne sais plus l'intitulé de celle qui s'occupe des médias, de la communication, de l'information. C'est Rachida Dati, non ? Non, ça c'est la culture. Non, c'est Claire Chapaz. Claire Chapaz. Claire Chapaz, qui avait donc été interpellée par la journaliste dans le cadre de l'écriture de son papier, si j'ai bien compris. Aucune de ces 2 instances, ni la ministre, ni l'Arcom, n'ont réagi. Alors moi, je voudrais quand même qu'on fasse attention de ne pas résumer cette affaire à quelque chose qui se passe uniquement dans l'univers virtuel. Car en réalité, cette personne subit des sévices dans le monde réel. Et donc, la défense... on rentre dans une sorte de processus absolument abominable où cette triste affaire va finir par justifier de resserrer encore le contrôle des réseaux sociaux. Et bien évidemment, vous imaginez que ce qui sera contrôlé, c'est pas ce type de chaîne, mais plutôt la chaîne YouTube de Radio Courtoisie, pour prendre un exemple parmi d'autres, pour vérifier qu'on reste bien dans les clous du politiquement correct. Et c'est bien ce que cette affaire a révélé, c'est-à-dire que l'Arcom, qui a été absolument incapable, alors qu'elle a été saisie, cette agence, de mettre fin à ses sévices et à ses agissements, mais dans le même temps, elle est tout à fait capable de fermer des chaînes de télévision qui ne lui conviennent pas. Et enfin, si on avait voulu mettre fin à ces sévices, eh bien, il suffisait de s'appuyer simplement sur le code pénal, car c'est pas seulement quelque chose de répréhensible parce que c'est diffusé, c'est répréhensible en soi. Et là, là aussi, il y a une faillite totale de l'État, et en l'occurrence, je crois, du procureur de Nice qui avait été saisi. Voilà, il dit non, je peux rien faire, consentement, gna 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 gna. Arthur de Vatrigan. Il y a un pas de plus qui a été franchi dans l'ignominie, mais si on réfléchit bien, l'ancêtre de ce nouveau théâtre de la cruauté, ça ressemble
c'est la grande majorité des radios libres, en fait. Si vous vous rappelez le fameux Gérard de Suresnes sur Fun Radio, qui était un auditeur débile, qui a été repéré parce que supposé débile, ensuite créé comme un animateur star, la France entière se moquait de lui, puis en plus il a été lâché comme un étron ensuite dans sa misère par Fun Radio. On reste dans la mise en scène de la cruauté. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Là, on passe un cran supplémentaire. Ensuite, il y a quelque chose, évidemment, on voit l'Arcom, ça rentre dans ses prérogatives, et le communauté de l'Arcom pour se justifier est effrayant de nullité, de débilité et de lâcheté, parce qu'ils disent clairement le problème il est numérique, et donc évidemment on va être de plus en plus sévère sur tout ce qui incite à la haine, alors que là on a affaire à de la torture, pas une incitation à la haine. Donc on voit très bien ce que ça signifie, c'est-à-dire que l'extrême droite supposée va être encore plus surveillée, parce qu'il y a 2 crétins d'origines étrangères qui ont torturé un type en direct. Merci l'Arcom. Mais il y a aussi dans ce côté numérique quelque chose qui me fait, vous avez peut-être pensé que c'est un grand écart, mais qui me fait penser à l'affaire Perico. Parce qu'il y a ce que font ces ordures, mais il y a tous les gens qui regardent. Les gens, mais oui. Et des centaines de milliers de gens qui regardent et qui participent et qui laissent des commentaires. Et j'ai l'impression qu'on est quand même aujourd'hui dans le coup d'après de l'abolition de la frontière entre la réalité perverse et la mise en scène ou le fantasme pervers. C'est-à-dire, malheureusement, je suis peut-être naïf, mais je ne pense pas que sur les 200 ou 300 000 personnes qui regardaient l'émission, évidemment qu'il y a une perversité humaine, évidemment qu'on est il y a quelque chose, la mise en scène de la saloperie à l'écran a toujours suscité de l'intérêt, mais je ne pense pas que les 300 000 personnes étaient tous conscients de regarder un type se faire torturer en direct. Et le numérique aujourd'hui abolit la frontière entre la réalité et le fantasme. Mais l'affaire Pellico, on était en plein dedans. Je ne pense pas que les types qui ont violé Madame Pellico étaient conscients qu'ils la violaient. Je pense que la plupart pensaient que c'était une mise en scène qu'on peut retrouver sur les plateformes porno, qu'on peut retrouver dans les jeux libertins, voilà. Et donc le numérique abolit cette frontière-là. Et je pense qu'on est au tout début d'un nouveau cauchemar, en fait. Parce que là, c'est 2 affaires assez symboliques pour moi, mais qui sont que le début. On va découvrir des choses encore pires. Alors moi, je voulais revenir, sur peut-être au cœur de l'affaire. C'est également que les 2 tortionnaires n'ont pas pu, pendant 12 jours et 12 nuits, torturer ce type à 2 pendant 300 heures. Et donc, ils ont fait intervenir leur groupe, leur communauté, leurs parents, qui ont tous en partie comme point commun d'être assez moyennement bretons. Et d'ailleurs, même les rapports le disent, là, dans Mediapart et dans la presse, ce qui en est sorti. C'est-à-dire qu'ils sont tous afro-maghrébins, pour dire les choses très simplement. Sauf Portmanov. Sauf Portmanov. Ça s'est passé où? Sauf la victime. Ils l'ont frappé, ces gens. Mais moi, je suis désolé, mais si mon frère m'invite un jour à torturer un type dans une salle avec... je vais lui dire, tu es complètement fou, relâche ce type. Bon ouais. Non, mais c'est la folie. Ils ont invité les mères. Il y a des tantes, il y a des dames, des grosses madames... Des gens, des femmes voilà, qui ont peut-être 60 ans, qui ne sont pas des gamines écervelées, qui sont des dames, et qui mettent des grandes gifles, qui mettent des tartes à ce Portmanov. Comment ça se fait que quand on est une dame de 60 ans, on vient, et parce que son petit-fils, ou je ne sais pas quel lien existe entre ces gens, vous invite à le faire, met une grande claque dans la tête d'un pauvre gars on voit bien qu'il est dans un état déplorable et qu'il est en danger. C'est hallucinant. Et je ne vois, je suis désolé de le dire, que 2 causes possibles. C'est un appât du gain frénétique ou une conscience de groupe, de communauté, et un mépris intégral de ceux qui ne font pas partie du clan. Moi, je l'ai vu, parce que j'ai travaillé, comme certains auditeurs le savent, pendant 10 ans avec SOS Chrétiens d'Orient, donc j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays orientaux. Et il se trouve que quand on n'appartient pas à un groupe, on est considéré littéralement comme moins que rien. On n'existe pas. N'appartient que le groupe. Eh bien, je pense que ces gens se sont dit, voilà, nous, on est ensemble. Ce sont des dégénérés. Je ne dis pas que tous les immigrés, évidemment, ou toutes les cultures orientales sont comme ça, mais ces gens-là se sont dit, en fait, on peut le taper, on peut le torturer, on s'en fout, parce qu'il n'est pas comme nous. Et nous sommes ensemble.
Et à la fin, il y a peut-être un truc, on va faire plaisir au petit fiston, on va faire plaisir au petit neveu, ou en tout cas, il va gagner un peu de sous grâce à nous si on lui met une bonne tarte. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. C'est phénoménal que des gens supposés respectables, donc encore une fois des parents, des gens qui ont apparemment, j'imagine, un métier, n'ont rien fait quand ils ont été invités. Ils se retrouvent à 5 ou 6 dans le studio. J'ai vu quelques-unes de ces vidéos. À 5 ou 6. Et ils tapent le mec. Et ils le tapent. Et ensuite, ils s'en vont faire le couscous. Non mais c'est quoi ces gens ? Oui, bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Vous savez, la perversion humaine n'a pas de limite. Vous savez qu'il y a des gens qui s'arrêtent lorsqu'ils voient un accident de la route gravissime. Ils s'arrêtent et ils regardent les gens mourir sans porter secours. Non, mais sans porter secours. Oui. Donc, non, mais tout existe. Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui aient eu conscience quand même. Il fallait dénoncer. Mais même pas. Vous voyez, même pas. Je dirais qui ait eu conscience que ce qu'ils faisaient était répréhensible. Parce que toutes ces personnes, maintenant, on va les retrouver. J'espère qu'il y a une enquête et il y aura des suites judiciaires. Enfin, j'ose l'espérer, parce qu'il y a quand même un meurtre avec barbarie. Donc, ça ne peut pas rester impuni. On ne sait pas s'il y a meurtre. Je termine. Moi, vous savez, j'ai vu, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film, Icom Icare, avec l'expérience de Milgram. C'est-à-dire, on demandait à des gens de torturer d'autres personnes sous prétexte qu'il fallait mesurer la capacité des personnes à se mémoriser quelque chose à peine d'avoir des décharges électriques. C'est-à-dire qu'on disait une liste de mots, et si la personne faisait une erreur, on lui envoyait une petite décharge. Alors, au début, c'était rien, c'était supportable. Après, ça l'était moins, etc. Bon. Et on mettait en scène des gens qui étaient des cobayes, mais avertis, c'est-à-dire des comédiens qui jouaient le rôle du torturé, parce que c'était ça. Et puis, on demandait à un kidam, mais bien sous tout rapport, de dire est-ce que vous voulez participer à cette expérience. Alors évidemment, il y avait des scientifiques en blouse blanche, qui étaient des vrais scientifiques pour le coup, mais bien sûr, les fils n'étaient pas connectés. Donc c'était un comédien. Et les personnes, on leur disait, ben voilà, vous allez jouer le rôle du questionneur, et à chaque fois, vous devrez faire une petite décharge jusqu'à une décharge qui peut entraîner quand même une électrocution mortelle. Eh bien, il y avait quand même 5% des gens qui allaient jusqu'au bout. Mais là, ils avaient au moins l'excuse d'obéir à une blouse blanche. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au moins, il y avait... Bon, oui, mais c'est quand même torturer quelqu'un, sous le prisme de l'autorité. Sous couvert d'être protégé, oui. Alors que là, bon, je veux bien qu'il y ait une pression familiale, il y a l'effet de groupe. Non, mais c'est ce que vous avez expliqué. Oui, ils ont l'air contents de lui mettre des baffes. Pour ceux qui ont fait leur service militaire ou qui ont été dans des tribunes de matchs de foot, le groupe rend con, excusez-moi de l'expression, mais une bande de crétins est encore plus bête et cruelle qu'un individu seul. Un individu seul, vous pouvez le raisonner. Mais quand il y a un effet d'émulation, une bande de tarés, de crétins qui dit « ouais, casse-lui la gueule et moi », etc., il y a une émulation dans la torture. Et c'est la nature humaine, c'est comme ça. Ça me fait vomir, mais malheureusement, quand vous avez 4-5 personnes, il y en a un qui commence à s'en prendre à quelqu'un, l'autre copain dit « regarde, moi, ce que je suis capable de faire », et puis c'est la loi du plus fort, et puis finalement, c'est des gens très lâches, puisqu'ils s'occupent, ils martyrisent quelqu'un qui est seul. Et moi, encore une fois, là-dedans, ce que je ne comprends pas, c'est que ça ait duré, d'après ce qu'a dit Xavier, 12 jours, 300 heures. Et même encore avant, plus. Parce que c'est la séquence finale. C'est le final. Donc ça me... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier cette atrocité. Arthur de Vatrigan. Vous avez le mélange de 3 ingrédients. Le premier, vous l'avez bien décrit, c'est l'importation de la culture clanique. En dehors du clan, rien n'existe. Et l'autre, on peut l'humilier, on peut le tuer, on peut le torturer parce que c'est un sous-homme ou c'est même pas un humain. Et le principe est de perpétuer le clan. C'est les nouveaux modèles familiaux importés. Et vous avez le deuxième ingrédient qui est la haine du blanc. Parce que évidemment que sur YouTube, on va humilier un blanc. Et comme de toute façon c'est clanique, on donne à bouffer un os à ronger à son clan, à sa communauté, mais qui reste un clan. Et le troisième ingrédient, c'est la technique, qui est comme une particularité de ce monde un peu arabo-musulman, c'est de filmer et de vendre ses crimes. Les nazis faisaient tout pour les cacher, les communistes aussi. Eux, non, ils font tout pour les filmer. Et vous avez en fait cette technique qui permet de se valoriser, qui permet de se glorifier. Donc le clan fait qu'on a un groupe qui remplace où on est fatigué.
La haine du blanc fait que la victime est justifiée et la technique permet de se valoriser. Et là, vous avez le résultat de ça qui est un pauvre type qui est mort en direct. Xavier Van Lierde ? Oui, mais d'ailleurs, ces 3 ingrédients, on les retrouve en dehors de plateformes comme Kik, simplement dans la rue, où on voit des bandes écumer les rues avec une volonté de lynchage en groupe, un fort goût de l'humiliation, et qui elles aussi, filment leurs méfaits pour ensuite poursuivre l'humiliation sur les réseaux sociaux en montrant la pauvre victime se faire humilier. C'est toutes les semaines, ça. Mais là, c'est de l'artisanat, c'est du spontané. Sur Kik, en fait, ce n'est que l'industrialisation de ce processus-là. Et c'est pour ça que je voudrais pas... Enfin, le dernier aspect qui est celui de donner une certaine diffusion aux méfaits ne devrait pas faire oublier que combien même il n'y aurait pas de diffusion, en fait cet ensauvagement, ce goût de l'humiliation, en l'occurrence du petit blanc, parce qu'en fait Jean Portmanov, c'est une sorte d'archétype du petit blanc, ce que ces bandes appellent un baptou fragile. Un baptou fragile, c'est-à-dire un blanc fragile dans leur sabir. Et le blanc fragile, qui se retrouve dans une zone où lui n'a pas un clan pour le défendre, eh bien, il joue le rôle du bouc émissaire et du souffre-douleur. Ça a toujours existé, les boucs émissaires et les souffre-douleurs, mais j'ai quand même un peu l'impression que dans certaines zones, ils ont tendance à se multiplier et qu'ils ont souvent le même profil, parce qu'ils sont isolés. Et ce sont les petits blancs autochtones. On va donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, au-delà de la torture, ce serait donc un crime raciste, volontaire ou non ? Alors, en tout cas, les scènes racistes existent, puisqu'on montre qu'il a été insulté comme sale blanc, assimilé à un soumis, par contraste avec les autres participants. Les humiliations verbales donc, étaient liées à son apparence physique, encore une fois, comme un homme blanc d'âge mûr, chauve également, alors bon, chauvophobie, et tourné en dérision, comme le disait Xavier, comme étant un fragile ou un inférieur. Voilà. Et il a même des pancartes dégradantes, du maquillage qui le déblanchit, entre guillemets. Il est travesti de force pour en faire justement... pour tourner en dérision son statut de blanc vulnérable. La personne qui est décédée sous la torture devait percevoir 6 000 € à la fin de ses sévices, selon les médias. Alors oui, effectivement, il y avait une rémunération qui était prévue. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre maintenant ? Mais une fois qu'il a dit qu'il voulait partir... Vous vous souvenez de l'affaire où il y avait le jeté de nain, et on avait expliqué que le fait de jeter un nain, en fait, contrevenait à la dignité humaine, et donc, quand bien même le nain aurait accepté l'argent pour lequel il était rémunéré, et d'ailleurs le nain en question était furieux qu'on lui ait enlevé une partie de son gagne-pain, voilà. Mais donc, la manière dont la justice s'abstrait en expliquant « non, il a consenti, il y avait une rémunération », oui, mais est-ce que ça correspond à la dignité humaine ? Est-ce que ça correspond au modèle de société que veulent nous donner nos gouvernants ? Est-ce que le fait de se faire humilier en direct jusqu'à la mort avec torture à l'appui fait vraiment partie, sous prétexte qu'on a contractualisé la chose, de ce que l'État doit laisser faire et de ce que la justice doit laisser se perpétrer ? Eh bien non, en fait. Et pardon, mais en plus, quand on est un handicapé qui vit encore une fois avec une aide d'adulte handicapé, c'est-à-dire que c'est officiel, c'est reconnu, c'est son curateur qui doit dire oui ou non. C'est pas lui. Il est majeur. Oui. Il n'est pas responsable. Non seulement il y avait 1000 éléments qui prouvaient que la justice aurait dû intervenir. Rappelons que l'Arcom explique que la plateforme est australienne et qu'ils n'ont d'autorité que sur les médias français. Le gouvernement français a été capable de suspendre des applications qui n'étaient pas de droit français pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Le gouvernement français a été capable de faire pression sur les fournisseurs d'accès la plateforme est en Australie, mais à un moment donné, le tuyau passe en France et il est sous la loi française. Ils ont été capables d'interdire que le tuyau continue à faire passer les messages et les images. Et puis, une fois de plus, ils avaient une autre solution. Ils pouvaient tout simplement interpeller des gens qui se livrent à des actes de torture. Et eux, ils étaient à Nice. Donc ça, c'était pas trop dur de les trouver et ils étaient pour de vrai dans la vraie vie. Arthur de Vatrigan. Mais ça va être intéressant les débats qui vont suivre sur le consentement, parce que forcément, il va y en avoir. Et on risque d'avoir, sans vouloir faire une transition avec le troisième sujet, après la GPA éthique, la torture éthique. Le type se fait torturer, mais il a signé un consentement, donc c'est éthique. Toute la contractualisation, en fait, remplace l'éthique aujourd'hui, dans notre monde de marché. Non, mais donc, moi, j'attends de voir qui va dégainer en premier
la défense de ce type-là par le consentement. Et ça va arriver. C'est le point crucial. Et une fois plus, n'importe quelle perversion de morale sexuelle, politique, etc., à chaque fois, on met en avant le fait que la personne était d'accord. Mais voilà, je suis d'accord pour coucher avec mon père, je suis d'accord pour vendre mon enfant, je suis d'accord pour donner mon enfant. Et donc, à partir du moment où je suis d'accord, donc c'est l'individu qui devient la règle qui s'impose à la société plutôt que la société mette en avant la manière dont elle doit, elle, proposer des règles à l'individu pour grandir. Cher Richard, je mets un bémol, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais pas tout à fait. Parce que, par exemple, dans le cadre de suicide assisté, lorsqu'il n'y avait pas encore la loi, enfin tous ces débats sur le suicide assisté, il y a eu des cas jadis où, par exemple, une personne souhaitait être tuée parce qu'elle était dans l'incapacité de le faire elle-même et suppliait, en général c'était souvent des proches, donc des personnes qui voulaient du bien à la personne qui réclamait la mort. Or, elles ont été quand même condamnées. Alors, parfois, c'est vrai, c'était des condamnations de principe, mais c'est pour dire, en gros, il y a des limites au consentement. C'est-à-dire que, quand vous suppliez quelqu'un de vous donner la mort et quand on voit l'état de la personne, on peut avoir de la compassion, mais par principe, on ne doit pas donner la mort. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, dans ce cas-là. Mais sur des actes de torture et de barbarie, je pense quand même qu'on a encore des juges avec un peu de conscience qui ne vont pas accepter que même avec consentement, on puisse accepter de se faire torturer jusqu'à la mort. Parce que c'est un peu une espèce de... Comment dirais-je on est sous une pression où on ne peut plus... C'est comme avouer sous la torture. À un moment, vous ne pouvez pas en vouloir à une personne qui dit n'importe quoi pour arrêter une torture. Il n'y a qu'à interroger ceux qui sont déjà passés sous la roulette du dentiste. J'avouerai n'importe quoi. Alors, on a encore des messages auditeurs ? Oui, qu'en est-il des sinistres personnages ? Ont-ils été arrêtés ? Non. C'est ça qui est phénoménal. C'est pas vrai. Oui. Ils n'ont pas été arrêtés ? Non. Parce qu'il y a une enquête en cours, parce que le pauvre Portmanov ne serait pas mort de violence direct, c'est-à-dire il n'a pas reçu un coup de couteau, il n'a pas été asphyxié, bien qu'on lui ait quand même mis des sacs plastiques sur la figure. Enfin, c'est des suites de ses blessures. Mais il est mort de l'épuisement général. Mais comme ça n'est pas attesté, l'enquête est en cours et les deux salopards sont en liberté. Oui, dans les camps de la mort, ils sont morts d'un rhume, ils ne sont pas morts de mauvais traitements. D'épuisement. C'est d'épuisement. Ouais, effectivement, c'est le médecin légiste qui a expliqué que il n'y a pas d'intervention d'un tiers. Mais c'est phénoménal quand même, quand on y pense. Donc, comme quoi, ils étaient quand même bien conseillés juridiquement. Des des avocats. Alors, ça n'a rien à voir, mais on va y répondre. Pourquoi, lorsque je tape dans Google Radio Courtoisie, je tombe sur un déchet nommé Wikipédia ? Alors, effectivement. Moi, je tombe sur Radio Courtoisie. Voilà, c'est parce que vous avez un navigateur qui avec une manière de régler votre navigateur qui fait que c'est Wikipédia qui passe en premier. Si vous tapez tout attaché radiocourtoisie.fr, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur nous. Ou si vous tapez YouTube Radio Courtoisie, si vous tapez rc.fr, il y a plusieurs. Enfin voilà. Donc c'est comme Carglass avec .fr. Voilà, ça marchera mieux. Voilà, une autre personne nous dit que en majuscule que la personne était consentante et donc que hélas il y a des personnes volontaires et des spectateurs qui se gargarisent de ces immondices. Ouais, voilà, mais une fois de plus, la question du consentement est un piège absolu. Surtout le consentement d'un handicapé. C'est-à-dire que ça n'est pas le consentement de quelqu'un d'éclairé. Il est attiré dans un piège et on ne lui a pas dit on va te tuer ou on va te torturer à mort et il n'y aura pas d'échappatoire lorsque tu diras que tu en as marre et que tu veux partir. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il voulait arrêter et là, eux n'ont plus arrêté du tout. Donc c'est un piège exactement comme ces saletés qu'on peut voir sur les applications de rencontres où un jeune type se fait soi-disant séduire par une fille, il y va, il est consentant. Mais quand il tombe dans un piège et qu'il y a deux types qui le poignardent ou qui le dépouillent, c'est pas tout à fait le contrat qui était passé. Ça s'appelle un guet-apens. C'est un guet-apens, voilà, c'est un traquenard. Ça a toujours existé. C'est un piège. Il faut qu'on l'explique au procureur de Nice, qui n'a pas l'air d'être au courant. Alors, si on a fini avec ça, on va passer à un autre thème qui est Mélenchon, donc. Donc pour l'université d'été de LFI qui se tenait ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a refusé l'accréditation d'un journaliste du Monde, Olivier Pérou, co-auteur du livre La Meute, qui avait été publié donc avec une journaliste de Libération qui s'appelle Charlotte Belaïch,
au sujet, donc, ce livre, La Meute, au sujet des dérives quasi sectaires de LFI et des méthodes autocratiques de leur grand gourou. Le journaliste est accusé d'avoir diffamé LFI et le parti donc justifie son refus par la volonté de préserver sa vie privée, la vie privée du parti. Ça, c'est quand même un petit peu comique. Mais bon, c'est... Et donc, face à cette décision, Libération a retiré son propre journaliste et la Société des journalistes de plusieurs médias ont, dans un grand communiqué commun, dénoncé ce geste comme une atteinte grave, je cite, à la liberté de la presse. Et certains ont même dit que jusqu'à maintenant, seuls le FN et le RN, puis le RN donc, avaient osé faire cela par le passé. Je cite, « Les exclusions de ce type ont longtemps été l'apanage des formations d'extrême droite et constituent une atteinte grave au droit d'informer. » Et là, encore une fois, pouf, pouf, pouf. Voilà, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que Mélenchon a eu raison ou tort? Est-ce que l'un d'entre vous a un avis? Alors, d'une part, quand on lit La Meute, plusieurs personnes à l'intérieur de La Meute parlent de secte, ce sont des anciens militants LFI. Donc, donc le journaliste rapportait les propos de militants voilà, qui considèrent que la LFI fonctionne d'une manière sectaire. Voilà, ce qui est très étonnant quand on entend Jean-Luc Mélenchon, qui est la personne la plus consensuelle qui soit. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, bien sûr, la liberté de la presse, bien sûr, la presse peut enquêter, bien sûr, c'est très agréable d'être invité en tant que journaliste et de faire en sorte qu'on vous facilite l'accès à l'information. À côté de ça, est-ce que véritablement la presse a le droit de pousser toutes les portes? Pas forcément. Et est-ce que quelqu'un peut ne pas vouloir parler à un journaliste parce que ce journaliste est désagréable? Pourquoi pas? Voilà. Et en revanche, voilà, n'importe quel journaliste a le droit d'enquêter et donc de rentrer dans le meeting de LFI et de faire son travail d'enquête, de poser des questions. Voilà. Ce qui serait évidemment surprenant, c'est qu'ensuite, on explique qu'un journaliste n'a absolument pas le droit de faire son travail de journaliste, sinon sous l'autorisation expresse des postes communistes que sont les mélenchonistes. Alors, ça se passait comme ça. Il y avait moi, j'ai été reporter pendant un temps, et j'allais dans les ZAD notamment. Et je m'étais aperçu, en y allant comme journaliste officiel, qu'en fait, on n'avait rigoureusement accès à rien. Si on venait de la part de Valeurs Actuelles, ce qui était mon cas à l'époque, on n'était même pas accepté, là, pour le coup. Étonné. Oui, mais c'était le refoulement intégral immédiat. Et même les autres, enfin, à partir de l'Express, ça commençait à sentir l'extrême droite. Donc, n'étaient accrédités que les gens qui étaient vraiment tout à fait conformes. Mais même à l'intérieur de ça, ensuite, je me suis infiltré dedans, donc j'ai vu les réunions préparatoires à l'accueil des journalistes, et les journalistes étaient affublés de bracelets jaunes, ils avaient des chemins balisés à suivre, les gens avaient des consignes à leur faire passer, il ne fallait pas les laisser développer les sujets qu'ils étaient venus traiter, mais leur imposer un narratif. Enfin, tout ça était extrêmement sectaire, pour le coup. Je vois que Arthur de Vatrigan veut prendre la parole. Est-ce que vous avez vous-même été exposé à la vindicte ou à l'ostracisme de certaines officines, Arthur, avec l'Incorrect? J'ai fait les deux, en fait. J'ai ostracisé et j'ai été ostracisé. Ah, c'est bien. Premièrement, d'un point de vue de la culture, toutes par exemple, vous savez, quand vous traitez de l'actualité du cinéma ou de la littérature, j'ai des maisons d'édition qui ont communiqué officiellement pour dire que POL, par exemple, qui ne voulait pas nous envoyer leurs livres. J'ai des attachés de presse qui refusent de nous accréditer pour des séances de presse de films. Voilà, ils le font sans problème, ils ne s'en cachent pas. Bon, c'est pas agréable parce que le film n'appartient pas à une attachée de presse, mais les attachés de presse pensent encore qu'ils font les films et qu'une bonne critique dans Libération ferait qu'un bouquin ou un film va mieux se voir ou mieux se vendre. Mais bon, s'ils sont ringards, c'est pas de leur faute. Ça m'énerve, mais ça me choque pas outre mesure. Et du point de vue de l'ostraciseur, quand on avait organisé la convention de la droite en 2019, on avait viré volontairement 2 journalistes, une du Monde, une du Nouvel Obs à l'époque. Après, avec les grands transferts, on ne sait jamais où ils sont. Et pas les médias, mais ces 2 journalistes-là, parce que à l'époque, c'était Jacques de Guidbon qui était rédac-chef de l'Inco, qui avait dit dans une dépêche AFP très justement que c'était 2 serpents. Donc on n'avait pas invité des serpents, sachant qu'ils allaient nous piquer avec leur venin et qu'on le savait précisément. Donc on les avait ostracisés.
Bon, c'était le branle-bas de combat. Je me rappelle que c'était Alexis Brézé en premier qui avait dégainé en disant si, ils ne sont pas invités, on n'ira pas. Bref, l'espèce de corpo ridicule. Donc, c'est pas agréable, mais ça ne me choque pas outre mesure. Le journaliste n'a pas tous les droits. Le journaliste ne peut pas aller là où il souhaite aller comme ça. Là où ça me choque, c'est par exemple à l'Élysée. Bon, si vous demandez une accréditation, Radio Courtoisie, vous ne serez pas accrédité. Moi, j'en ai demandé, je n'ai pas été accrédité. Et les conférences de presse, pareil. Voilà, ça me choque parce que le président, a priori, toute la presse a le droit d'y aller, même RT à l'époque. Aujourd'hui, je comprendrais. Même d'autres médias. Bon, voilà. En dehors de ça, que la presse n'ait pas tous les droits, bon, bah, je trouve ça normal. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'allait faire ce journaliste chez LFI? Il allait dire la même chose qu'il a écrit dans son bouquin. Bon, bah, on le sait déjà. On ne va pas découvrir aujourd'hui que LFI n'est pas démocrate. Et puis, on ne va pas faire semblant de découvrir que la démocratie, c'est bien aussi. Il ne faut pas déconner. Charles-Henri Deloy. Alors, le côté sectaire, c'est une vieille tradition d'extrême gauche, parce que je me souviens que quand on parlait de la LCR, pour les plus anciens qui ont connu Alain Krivine, il y avait de l'autre côté lutte ouvrière avec Arlette Laguillet, travailleurs, travailleuses. Vous avez pris l'ancienne place de Patrick Goffman et c'est ça, alors ça revient. Il était quoi, lui, côté Krivine ou... je ne sais plus. Trotsky, je crois, côté Krivine. Oui. Et alors, on disait déjà dans les années 80... Lambertiste. Oui. On disait déjà que derrière ces gens qui n'étaient que des façades, il y avait un gourou à caractère sectaire et qu'on ne voyait pas, ou alors dans certains journaux bien informés. Donc Arlette Laguillet n'était qu'une marionnette, mais derrière, il y avait évidemment un mâle blanc, mal intentionné. Et pour Krivine, non. Pour Krivine, curieusement, on disait que c'était le vrai meneur, mais il y avait toujours ce caractère sectaire. Et c'est réapparu aussi, beaucoup plus récemment, avec les Verts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une certaine coterie chez les Verts. On les accusait d'avoir un caractère sectaire. C'est possible. En général, c'est une secte. Celle qui est devenue juge, là. Eva Joly. Donc, ça m'amuse parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à gauche, on aime l'exclusion. D'ailleurs, au Parti communiste, pour punir les mauvais militants, on les excluait du parti. Ouais. Alors qu'à droite, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'à droite, au contraire, on veut toujours accueillir, et on n'ose jamais exclure les gens. C'est très rare, une exclusion à droite. J'ai rarement vu un parti exclure quelqu'un de droite, sauf s'il a frayé avec le Rassemblement national. Ça oui, ça c'est sûr. Mais sinon, on n'exclut pas. Richard de Sèze, un mot sur cette affaire ou... Je trouve que LFI a raison de ne pas accepter n'importe quel journaliste. Voilà, parce que après tout, il faut apprendre à la presse que ce prétendu quatrième pouvoir est indu et que la manière dont les journalistes s'arrogent le droit de faire et de défaire les réputations en fonction de leurs préférences n'est appuyé évidemment sur aucun droit et ni sur aucune raison. Je suis pour ma part effectivement comme Arthur de Vatrigan, régulièrement on nous explique que jamais on ne sera invité à tel ou tel événement ou que jamais tel produit culturel ne sera mis dans nos mains parce que l'attaché de presse ou l'éditeur aurait l'impression de souiller sa production. C'est désagréable, c'est stupide parce que généralement quand on fait la promotion de quelque chose, les gens l'achètent. Mais c'est compréhensible. Le fait qu'on nous dise que le journaliste aurait tous les droits devrait s'accompagner d'une objectivité absolue du journaliste. Donc si effectivement l'ensemble des journalistes étaient capables de rendre compte de ce qu'ils ont vu et entendu d'une manière complète, on pourrait à ce moment-là couiner en expliquant que ce n'est pas normal et qu'il faut absolument les laisser faire leur travail. Mais étant donné que les journalistes sont partisans, et d'ailleurs je réclame pour moi-même d'être un journaliste partisan, oui, voilà, si j'ai envie de parler des meurtres du communisme, ça me paraît plus important que de parler d'autres meurtres, parce que ce sont eux qui aujourd'hui ont façonné le monde. Donc voilà, j'ai ma vision de l'actualité qui est évidemment orientée par mes idées politiques. Voilà, ça me paraît normal. Et puis surtout, ce ne sont pas ces journalistes du Monde, là, enfin celui qui a été un peu ostracisé, qui serait venu défendre un journaliste de Radio Courtoisie, de l'Incorrect ou de Valeurs Actuelles, en disant c'est pas normal, il faut quand même leur envoyer tel bouquin, les inviter à telle séance de projection ou leur donner une accréditation à l'Élysée. Ils trouveraient ça tout à fait normal. Le corporatisme est lui-même très orienté. La confraternité a des limites. Exactement. Ouais. Arthur, je crois que vous vouliez reprendre la parole. On conclut peut-être là-dessus, sauf si Xavier ensuite a un mot à dire.
C'est amusant, c'est de les voir persuadés que leur communiqué, que ce soit celui de Libé ou du Monde, vont avoir une quelconque influence, étant donné que l'électorat de Mélenchon, non seulement ne lit pas Le Monde, ne lit pas Libé, n'écoute pas France Inter, mais en plus les déteste. Et Mélenchon, c'est très bien, et vous aurez une petite révélation dans quelques semaines sur quel candidat a été choisi par France Inter, par Libé, par Le Monde, parce que ces imbéciles ne s'en cachent même pas. On vous révélera ça dans quelques semaines. Ah, bah ça c'est curieux, oui, je suis curieux. Enfin, j'imagine que c'est peut-être Mélenchon ou un quelconque apparatchik, mais non. c'est pas Mélenchon. Non, mais c'est pas électrique. Ah oui, bah alors ça doit être des Verts. J'hésite entre les Verts et Macron. Il y a quelqu'un qui va sortir du bois. Macron, c'est pas possible. Xavier, ça vous inspire quelque chose? Je vais pas faire de pronostic, non, je trouve... sur l'affaire en général. Ah bah, sur l'affaire en général, je la trouve excellente parce qu'elle brise le mythe de l'objectivité du journaliste et c'est très bien d'en prendre acte. Donc Jean-Luc Mélenchon a raison d'en prendre acte, tout le monde devrait en prendre acte. Et puis c'est tout. L'autre un psychodrame qui n'intéresse en fait que les salles de rédaction. Oui, alors ça c'était la conséquence potentielle, alors ça n'a pas un intérêt majeur, mais quand même, est-ce qu'à votre avis, les journalistes maintenant, en général, vont avoir un traitement de l'information beaucoup plus dur? En gros, est-ce que Mélenchon s'est coupé des médias en faisant ça, ou est-ce que, dans 15 jours, tout sera pardonné? Parce que l'air de rien, il y a quand même une question électorale derrière. Mélenchon joue là-dessus. Mélenchon joue vraiment la carte, l'autre bord du populisme, du nouveau peuple. Et donc, il y a les puissants, c'est Macron, c'est les puissances d'argent, ce sont les banques, mais ce sont aussi la presse. De toute façon, la presse s'affirme comme... même plus le quatrième au pouvoir, mais même plus un contre-pouvoir non plus, mais le pouvoir. Et donc Mélenchon en joue, et plus il va se faire insulter pour la presse, et plus ça va le faire grandir. Regardez ses sondages, il n'a jamais été aussi haut, aussi tôt. Et Mélenchon ne fait que grandir à chaque fois. Il joue avec ça. Puis Mélenchon a une capacité dont devrait peut-être s'inspirer une partie de la droite, et notamment de la droite conservatrice. Mélenchon a une capacité à désigner son ennemi. C'est quelqu'un qui désigne systématiquement son ennemi, qui rend coup pour coup, voire qui pense que l'attaque est la meilleure des défenses. Il sait que ce journaliste du Monde ne partage pas ses options. Il sait toute une partie de la gauche, dite social-démocrate ou centriste ou autre, ou résidu du PS, a envie de lui faire la peau. Eh bien, plutôt que de prendre des coups, il le cible d'emblée comme quelqu'un qui est un adversaire, il le désigne comme adversaire, et donc il se protège par avance des coups qu'il pourrait recevoir. La droite, malheureusement, est assez peu capable de faire ça. Elle a continué, par exemple, pendant très longtemps, à dire des choses complètement stupides, du genre « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Complètement stupide. On sait que tous les juges a vu le résultat avec Marine. Oui, on voit le résultat, exactement. Ou à penser, ou à entretenir le mythe de l'objectivité de la presse, alors que c'est absolument pas le cas. Ils devraient mieux désigner leur adversaire et désigner aussi leurs amis et venir plus souvent dans nos studios, d'ailleurs. Absolument. Mais c'est à se demander, si Mélenchon travaille pas pour les macronistes. Parce que finalement, c'est le meilleur allié. Réfléchissons, les gens de droite, ils vont avoir peur de Mélenchon. Ils ne vont pas forcément vouloir voter Le Pen parce que s'ils se disent au deuxième tour, on va se retrouver avec Mélenchon et Le Pen, c'est le Mélenchon qui risque de passer. Donc votons tout de suite pour un macroniste, genre Édouard Philippe ou un Xavier Bertrand ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc on se demande parfois. En revanche, je suis complètement d'accord, le journaliste d'abord n'a pas un droit sur tout. Et je trouve ça pas plus mal que les responsables politiques traitent comme les journalistes comme ils se doivent, c'est-à-dire s'ils sont après tout les journalistes pour moi il n'y a pas de journalisme objectif, ça n'existe pas. Il y a forcément une opinion, mais ne serait-ce que de ne pas faire de politique est une opinion en soi, et donc je trouve que là-dessus je trouve que la droite a été beaucoup trop timorée en acceptant de se faire imposer les sujets par des journalistes. Et là, je rejoins Xavier, c'est que non seulement la gauche sait désigner un ennemi, mais impose ses thèmes. Et c'est là où il y a eu un progrès avec des esprits forts comme Marine ou Zemmour, qui ont su quand même imposer progressivement des sujets comme l'immigration. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen, quand même. Oui, qui n'a pas été le dernier. Mais Jean-Marie Le Pen a labouré le terrain, mais on a vu le résultat bien après. Je veux dire, c'était de longue haleine. Arthur de Vatrigan. Oui, je voudrais réagir sur 3 choses que vous avez dites.
Premièrement, sur l'immigration, je pense qu'aucun parti n'a imposé le sujet, c'est juste le réel qui a frappé la tronche de tout le monde. Et plus l'immigration est massive et plus chacun se fait agresser et plus chacun prend conscience. Donc je pense ça a mis du temps quand même. Que ça soit Zemmour, que ce soit Marine Le Pen, et même Jean-Marie Le Pen, je pense que personne n'a imposé le sujet. C'est malheureusement l'expérience désagréable de chacun qui fait que le sujet s'est imposé. Ensuite, pareil, sur les journalistes objectifs, je crois à l'objectivité des journalistes, je ne crois pas à la neutralité des journalistes. On peut essayer d'analyser des faits objectivement. Alors moi, je dirais que je crois à l'honnêteté du journaliste, mais pas à son objectivité. Ouais, on est sur Radio Courtoisie, on finasse, monsieur. Et troisièmement, je pense qu'on va être vite fixé parce que François Bayrou va démissionner dans un mois, il y aura dans 8 jours, là, et puis il y aura des élections dans un mois, donc on verra si la stratégie et de Le Pen, et de Mélenchon, et du camp macroniste et des LR ont une influence quelconque, puisque l'élection donnera comme une indication sur ce qui se profile. Eh bien écoutez, effectivement, on va voir ça de toute façon. La Bayrou a fini de parler effectivement aujourd'hui. On en parlera la semaine prochaine, mais il y aura sans doute un vote très important le 8 septembre qui pourrait avoir des conséquences assez lourdes. En tout cas, bon, après, j'imagine que le gouvernement tombera ou pas, on s'en moque un peu aujourd'hui en l'état. Puis, tant qu'il n'y a pas de nouvelles législatives, les changements de gouvernement ne servent à peu près à rien. Juste un mot pour répondre à Arthur. Pour conclure, et ensuite on passe un petit message. L'honnêteté n'est pas un gage de vérité. Vous pouvez être honnêtement honnête. Voilà. C'est ce que je veux dire. Objectivité, vous savez, quand le même se fait analyser par des témoins, c'est pas politique, hein, mais aura des versions totalement différentes. Donc même l'objectivité n'est pas gage de vérité. Bon, après, qu'est-ce que la vérité? Ça s'entend dans la philo. Mais après, bon... Allez, on écoute. On revient dans 4 histoires à raconter, c'est 4 versions différentes, mais le sujet ne ment pas. C'est le crime justement imparfait. Mais pour ça, je crois en effet à l'objectivité et pas à la neutralité, parce que on peut raconter un fait sans nier qu'on le voit à travers nos yeux qui sont déjà imprisés. Amen. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Et oui, vous pouvez encore participer à cette enquête, donc, dont les conclusions, donc, évidemment, ont été nombreuses, enfin les réponses ont déjà été nombreuses, mais néanmoins, voilà, nous intégrerons vos réponses dans les résultats finaux. Elle va durer, cette enquête, jusqu'au 31 août. Donc voilà, il reste quelques jours pour donner un avis et éventuellement faire évoluer quelques tendances ou simplement participer pour le plaisir de donner votre avis. Alors, on va essayer d'avancer maintenant. Est-ce qu'il reste des courriers, cher Richard ? Juste un courrier sur le prétexte du consentement et la traduction directe de l'américanisation, de la culture du contrat au-dessus des règlements et des lois. Mais c'est totalement contraire au principe fondamental du droit français qui rend tout contrat contraire à la loi nul et non avenu, c'est-à-dire n'ayant aucune existence. Bon, donc, le corps n'est pas négociable, ça fait une très bonne transition avec la GPA. Voilà. Alors, ensuite, il nous reste une grosse quinzaine de minutes, donc on va passer tout de suite au sujet suivant. Donc c'est ou le non-sujet d'ailleurs, la relance de la GPA, donc et la disparition des formules Monsieur et Madame dans les formulaires SNCF. Donc voilà, j'ai été frappé par ces deux actualités stupides qui surgissent d'ailleurs dans la sphère LGBT, si on va au cœur de la chose, hein, c'est-à-dire la GPA et Monsieur et Madame, en gros ça entre dans cette sphère genrée, comme ils disent. Et néanmoins, ces deux sujets donc, de niche LGBT, prennent une dimension nationale et m'ont semblé signifier à quel point nos décideurs vivent dans un monde de petits lobbies, d'intérêts particuliers et surtout totalement coupés du réel. Encore une fois, quand on imagine ce qui se profile devant nous entre une éventuelle démission d'un Premier ministre dans 8 jours, entre le mouvement du 10 septembre qui risque quand même de paralyser la France, c'est pas anodin, sa récupération éventuelle par l'extrême gauche ou au contraire le fait de parvenir à exprimer une vraie révolte populaire, ce sont des choses importantes et là on nous ennuie
et je suis vraiment poli, avec des bêtises, quoi. Donc la relance d'un projet... Pas des bêtises. Non, hélas, voilà, à la fin, oui. ce ne sont plus des bêtises. C'est pas anodin. La relance d'un projet de GPA éthique, donc ça, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui honnêtement me semble avoir envie de relancer sa carrière politique, et il cherche donc un sujet sociétal qui va faire débat, mais qui en même temps va lui attirer les bonnes voix de la gauche progressiste. En gros, je pense, si je me mets à sa place, il n'y a que pour ça qu'on fait une telle connerie, quoi. Mais bien sûr. Et donc, à la tête du groupe Renaissance, il relance un débat. Il veut engager une réflexion sur la légalisation de la GPA éthique, c'est-à-dire avec consentement et sans rémunération. Et là, pardon, on en revient à l'affaire de Portmanov, avec consentement, sans rémunération, en soulignant que 2/3 des couples ayant recours à la GPA seraient hétérosexuels, mon œil, et souvent pour cause d'infertilité, et que ça pourrait constituer une mesure de soutien à la natalité. Alors là, bien sûr. Oui. Bien, voyons. Et la suppression de monsieur, madame, là c'est encore plus con, enfin pardon, c'est encore pire. Donc ça, c'est une association LGBT qui s'appelle Mousse, qui a porté plainte contre la SNCF parce que dans ses formulaires en ligne, la SNCF demande les identités des gens, comme c'est normal, et propose monsieur ou madame. Et l'association a protesté en disant que c'était une atteinte à leur dignité, que c'était dégradant, et qu'il fallait qu'il y ait non-binaire, ou que cette formule monsieur ou madame ne soit plus que facultative. Et ça pouvait sembler complètement débile. Eh bien, n'empêche que le Conseil d'État a fini par condamner la SNCF à 3 000 € d'amende, alors c'est léger, mais aussi quand même à l'obligation d'aller dans le sens de la demande de l'association Mousse. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous semble, ce que vous évoquez. Vous mélangez les deux, on commence par lequel? On peut commencer par celle qui vous semble la plus importante. Déjà, la GPA, parce que là encore, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est des sujets de société où ils ont tout à gagner, étant donné que la droite ne dit plus rien, puisqu'elle a consenti à toutes les évolutions sociétales. Plus personne ne remet en cause l'avortement, il est même constitutionnalisé. Le mariage homosexuel, au début, on nous a fait le coup du Pax, et après, on nous a dit, maintenant, il faut peut-être passer au stade supérieur, toujours en nous disant qu'on n'irait pas plus loin que le Pax. Absolument. Oui. Après, il y a eu... ça m'évoque une pratique LGBT. L'aide à la procréation. Après, on disait on ne passera jamais à la GPA. Et voilà-t-il pas que, évidemment, M. Attal se distingue en proposant la GPA éthique. Alors, c'est un peu un oxymore, parce qu'évidemment, pour moi, la GPA, c'est jamais que la vente d'un enfant. Il a beau dire qu'il n'y a pas... il n'y aura pas de, comment on appelle ça, de rémunération. De rémunération, mais vas-y pour voir. Oui, je suis désolé, mais déjà, ça se passe généralement en Europe de l'Est. Ça se passe aussi, ça existe même en France. Je peux vous dire qu'il y a des médecins qui demandent d'être sous table. On le sait tous. Bon, donc une GPA éthique, ça me fait doucement rigoler. Et alors, c'est toujours cette magie du mot pour ne pas, pour gommer le réel. On dit donc une GPA, parce que évidemment la procréation pour autrui, on a l'impression que c'est quelque chose de généreux. Oui. C'est quelque chose de généreux pour autrui. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une mère vendeuse. Les jetons, moi. Oui. Parce que non, mais appelons les choses par leur nom. Une mère qui vend un enfant, oui. Parce qu'elle l'a quand même conçu. Oui. Donc, faut pas, mais aussi parce qu'elle est acculée, sans doute, j'imagine, dans une misère noire ou dans des circonstances où elle-même devient vulnérable. Alors, j'avoue que le geste est à peu près incompréhensible pour moi, mais bon, après, je m'attendais à ce qu'on dise la France va décliner d'un point de vue natalité, donc il faut faire tout ce qu'on peut. Mais je pense qu'il y a beaucoup il y a des moyens plus simples, excusez-moi. Exactement, de favoriser la procréation, déjà baisser certains impôts et augmenter les allocations. De quoi ? Dans votre bégaiement, vous m'avez fait peur. Je bégaye pas, j'ai dit baisser certains impôts. Bon, tout ça pour dire que c'est encore une façon de racoler dans tous les coins des associations. Voilà, et puis on n'en finira jamais. Xavier Van Lierde.
Oui, à l'évidence, oui, c'est un oxymore. La GPA ne peut pas être éthique. Tout cela finira forcément par de la marchandisation. Alors, on va ensuite le masquer en disant que c'est un dédommagement, parce que malgré tout, évidemment, porter la vie pendant 9 mois, eh bien, il y a des contraintes et tout sera maquillé. Au final, on peut en être certain, ce sera la marchandisation, du corps des femmes, puisqu'on transforme la femme simplement en une sorte de machine à procréer, et puis aussi de l'enfant. Il devient un jouet. C'est un doudou, quoi. Et non, c'est pas un doudou, c'est aussi une marchandise qui peut être défectueuse. On a parlé de consentement tout à l'heure en disant là on pourra en faire le lien avec le consentement. Il y a une personne à laquelle on n'a pas demandé son consentement forcément puisqu'il est à naître, c'est l'enfant. Est-ce que cet enfant donnait son consentement à être arraché du sein de sa mère pour être remis à un couple qu'il a commandé ? Je ne crois pas, et c'est impossible. Donc c'est au-delà du consentement, c'est une ignominie de A jusqu'à Z, quels que soient les adjectifs qu'on lui accole, bien entendu. En Australie, il y a déjà eu le premier contrat annulé pour vice de forme. C'est-à-dire qu'un enfant qui est né... oui, mais c'est en Australie que ça a fait du bruit parce que l'enfant était né avec une malformation. Donc les parents qui ont commandé l'enfant n'en ont pas voulu. Et le pire, c'est qu'ils ont eu gain de cause. Ça m'étonne pas. Arthur de Vatrigan. Ça me fascine toujours, moi, de voir ces gauchos progressistes devenir des hamsters dans une roue. À force de faire tellement de progrès, ils reviennent en arrière. Là, on va réhabiliter la traite d'êtres humains. C'est quand même fascinant. C'est exactement ça. Oui. Oui, c'est ça. Après, on connaît la stratégie. Ça fait de façon 3-4 ans qu'ils ont envoyé leurs poissons pilotes, à savoir Fogiel, Beaugrand, donc des stars de la télé qui ont acheté des enfants et expliquent partout que c'est éthique parce que ils ont indemnisé la femme, parce que la femme a soi-disant choisi les parents d'intention. Il faut juste relire le bouquin de Céline Revel-Dumas qui fait une grande enquête sur la GPA et qui démontre toute l'escroquerie de la GPA éthique. Évidemment que la femme, qui bosse avec une agence, elle ne travaille pas toute seule. Elle adopte un discours que l'agence lui donne pour que les parents d'intention font croire que c'est bien elle qui les a choisis, mais elle répète juste à une actrice un script. On voit très bien ce qui se passe en Asie où des Asiatiques avec un quotient intellectuel élevé, qui sont plutôt physiquement grandes et physiquement jolies, c'est 50 000 € ou dollars, et que la pauvre Asiate dans son coin pourri, c'est 10 000 $ pour acheter un bébé, donc on sait comment ça marche. Donc c'est juste une réhabilitation de la traite d'êtres humains. Mais alors oui, s'il y a une opportunité évidemment politique pour Attal, il y a quand même derrière une vraie idéologie avec des vraies forces qui est simplement la continuité de l'idéologie LGBT ou woko et ajouter ce que vous voulez derrière, qui est simplement le réengendrement. On est dans le nouvel homme, le principe étant de maintenant créer des êtres humains en mélangeant et la technique et les méthodes naturelles, et on habille ça d'un truc hyper cool, hyper sympa, hyper généreux. Mais il y a une vraie idéologie derrière, c'est pas juste quelque chose comme ça. Et c'est un cran qu'on met. Et c'est là où on voit l'escroquerie de la bataille culturelle, parce que la droite ou les droitardés, pour parler méchamment, se réjouissent de l'immigration qui devient sur le devant de la scène en disant on mène la bataille culturelle, la gauche feint de défendre la bataille culturelle, sauf que tout ça, ce sont des choses qui sont actées, qui sont finies. La bataille culturelle, elle se joue sur des crans que les progressistes mettent et sur des crans qui sont très difficiles à abattre ensuite. Et ça, c'est un sujet, si vous regardez, lorsque Attal a envoyé sa nouvelle idée géniale, qui est monté en première ligne? Des écrivains, des philosophes, des sociologues pour défendre le sujet. Où ils sont où ceux de droite, là, les écrivains de droite, les intellectuels de gauche, de droite, les philosophes de droite, ils sont où là au mois d'août pour se lever et attaquer leurs confrères en disant que ce sont juste des réhabilitateurs entre êtres humains? On les a pas entendus parce qu'encore une fois on dit c'est pas un sujet important, sauf que en fait encore une fois c'est des sujets qui n'intéressent personne, mais dans le nouveau monde immonde qu'on nous propose, c'est un cran qui va avoir des conséquences dramatiques. Comme ont été les décisions prises dans les années 70-80 sur l'immigration, qu'on voit aujourd'hui les conséquences. On verra les conséquences de la GPA dans 30 ans, et encore une fois, la droite ou les conservateurs ou les réactionnaires vont se taire et vont surtout pas monter au créneau en disant que c'est un non-sujet ou que c'est pas si important que ça. La bataille culturelle ne se joue pas sur les sujets qu'on a perdus il y a 30 ans, elle se joue sur les sujets qu'on n'a pas encore perdus aujourd'hui. Et là, je vous mets ma main à couper que personne ne va réagir et personne ne va râler. Oui. Alors que pourtant, là, j'imagine que si jamais un jour nous gagnons de manière décisive quelques batailles, dans 50 ou 100 ans, on pourra se retourner et accuser ces gens-là de crimes contre l'humanité ou de je ne sais pas quoi, de trucs imprescriptibles. Entre ceux qui ont favorisé l'immigration et ce genre de saloperies,
il n'y a vraiment rien à envier à ceux qu'on accuse d'avoir fait de la traite des êtres humains il y a 300 ans. Mais l'amour, président, est-ce qu'un enfant ultra désiré ne sera pas plus heureux qu'un enfant pas voulu et voué à, Vous le faites bien. à la DAS? Non, franchement, c'est amusant. vous verrez qu'on nous fera le coup. Il y a quelques mois, je regardais ces histoires de GPA. Je rappelle que ce matin, dans Ligne droite, nous recevions Olivia Morel, donc issue... qui a elle aussi publié un livre dont le combat est contre la GPA. Et il y avait l'un de ces journalistes homosexuels qui avait décidé de mettre en scène le fait qu'avec son compagnon, il avait eu un enfant issu d'une GPA. Son compagnon et lui sont désormais séparés, et son compagnon est l'un des VRP d'une agence qui vend des GPA aux États-Unis, et c'est lui qui a gardé l'enfant. Donc il y a véritablement une espèce de mise en scène de cette prétendue générosité qui ne recouvre que des intérêts commerciaux. Dans cette histoire, vous avez tous tout dit, et vous avez évidemment mis en avant les dangers les plus saillants. Je voudrais quand même souligner qu'on se retrouve avec Gabriel Attal, qui a fait une partie de sa carrière sur son homosexualité, qui maintenant se fait prendre en photo avec une donzelle en couverture de Closer, qui nous explique que la France va toute seule réussir à faire de la GPA éthique, alors que le monde entier n'a pas réussi à le faire. La France, une fois plus, avec ses petits bras et avec des gens de l'envergure intellectuelle et politique de Gabriel Attal, va réussir à mettre en place une GPA éthique qui n'a été mise en place dans aucun pays au monde depuis des dizaines d'années. Oui, et donc il y a toujours cette espèce de folie française de croire qu'on va faire mieux. D'hypocrisie, Richard. D'hypocrisie, oui. Je ne sais pas si... Au mieux, c'est de l'hypocrisie, au pire, c'est de la sottise. Est-ce que vous pensez qu'il y croit ? Non, évidemment, il n'y croit pas. Parce qu'en fait, c'est impossible, ne serait-ce que parce que c'est international par définition, ce genre de pratique. On va acheter ses enfants dans des pays en dehors de l'Union européenne. Ah oui, non, mais là, ce sera organisé par la sécurité sociale. Mais vous savez, comme ceux qui voulaient organiser un service de prostitution éthique. Ah oui, avec, d'ailleurs, en Hollande, donc on se retrouve avec des assistantes sexuelles payées par la Sécu hollandaise et qui donnent des prestations sexuelles à des personnes qui n'ont pas accès à la jante masculine ou féminine à laquelle ils rêvent. Oui, mais sur prescription médicale. Et là aussi, je veux dire, on se retrouve avec une société qui ce qui est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave, oui, mais enfin, c'est quand même... C'est beaucoup moins grave. Oui, ok, d'accord. Puisqu'il te dit que c'est moins grave. C'est moins grave. Mais non, mais il n'y a pas d'enfant en jeu, là. Non, ce que je veux dire, c'était la manière dont la France peut effectivement réussir à inventer un système aberrant en étant persuadé d'avoir réussi à mettre sur pied un service public. Si la sécurité sociale ne peut plus rembourser les passes, alors où va-t-on ? Oui, non mais... On en est quand même à un stade, pardon, mais là aussi dans le genre de délire et de... Bah non, maintenant c'est interdit, je vous signale, le client est puni. Oui, mais alors ça, cela dit, Richard, vous ouvrez un autre débat qu'on n'aura peut-être pas le temps de finir aujourd'hui, mais sur celui de la prostitution et le trafic d'êtres humains, qui est une autre vraie calamité, parce que le trafic d'êtres humains est le trafic qui coûte le moins cher au monde et parmi les plus rémunérateurs pour les trafiquants, et en plus, il n'est pas extrêmement sévèrement puni. Et j'en suis arrivé à croire, à penser que l'ensemble des vices humains devaient être des monopoles d'État, comme les jeux, le tabac, etc. Et que, en fait, la meilleure façon de protéger... Non, je suis sérieux. Non, vous êtes sérieux et vous nous balancez la bombe atomique à 3 minutes de la fin. Donc, on dévie, là, on dévie. On pourra en revenir. Mais je crois vraiment que l'État doit être le garant et que, en fait, les vices, malheureusement, sont intrinsèques à la nature humaine. Ils ne disparaîtront pas. Jusque dans les années 40 où il y avait les maisons closes. Hein. Oui, et que, en fait, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, en matière de trafic d'êtres humains, mais c'est une abomination invraisemblable. On propose un salon courtois. Non, pour terminer quand même sur une note positive, parce qu'on parlait du particularisme français et dans ce nouveau cap dans le progressisme dingo. Pour finir sur note d'espoir, il faut quand même souligner qu'au même moment, en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni, elle, s'apprête à faire passer une loi interdisant de façon universelle la GPA. Voilà. Donc les mouvements de balancier sont soumis quand même en ce moment, et aussi depuis l'élection de Trump, à des mouvements contraires. Tout n'est pas perdu. Vous avez un mot, peut-être, il faut d'autant plus mener ce combat qu'il n'est pas du tout perdu. Il nous reste 2 minutes. Vous auriez un petit mot justement sur ce que fait Meloni, parce qu'on pourra y revenir la semaine prochaine aussi, ça.
Non, mais elle est moteur dans un mouvement international visant à interdire de façon universelle la GPA et à défendre cette idée devant les Nations Unies avec un certain succès d'ailleurs. Eh ben, écoutez, parce que dans certains pays du tiers-monde où justement les femmes sont utilisées dans des espèces de grandes fermes à enfants, et bien évidemment, le caractère absolument épouvantable de ces pratiques et l'écho avec ce qu'était la traite auparavant, eh bien, réveille des souvenirs un peu plus douloureux qu'ici. Oui. Donc il est possible de trouver des alliés contre cette saloperie. Eh ben ça, vous voilà effectivement la bonne nouvelle du soir. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme toujours, il faut se méfier des abus de langage. Gestation pour autrui, non, ce n'est pas généreux. Oui. Comme les familles recomposées, ce n'est jamais que plusieurs familles décomposées. Eh ben voilà, il a replombé le moral. Mais bon. Alors, on n'aura pas le temps de parler de monsieur et madame à la SNCF, mais c'est pas très grave, vous aurez compris tout ce qu'on en pense et tout ce qu'il faut en penser. On peut revenir là-dessus la semaine prochaine, c'est intéressant. On peut. En tout cas, pour l'instant, notre émission se termine, donc cette émission de rentrée qui s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Donc merci Richard de Sèze, Xavier Van Lierde, Arthur de Vatrigan, merci Charles-Henri Deslois, merci Axel à la technique. Merci aux auditeurs qui nous ont donné leur avis. Alors, il y a beaucoup de courriers, on n'a pas eu le temps de tout lire, mais sachez qu'on les lit. Si parfois vous voulez des réponses, n'hésitez pas à mettre un moyen de vous contacter, un courriel, un téléphone. Voilà, et bien en tout cas, à la semaine prochaine donc pour un nouveau rendez-vous de la réinformation.